Bonsoir, notre invité aujourd'hui est Bernard Friot. Il est sociologue, économiste, et il vient nous parler de son concept de salaire à vie, nourri par son étude sur la sécurité sociale. Bonsoir, nous accueillons donc Bernard Friot. Bernard Friot, au départ, son sujet de recherche, c'est la sécurité sociale. Et il a donc étudié ça comme économiste. Et ça nourrit sa réflexion au-delà de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, s'appuyant sur l'exemple de la sécurité sociale, qui est une création, qui n'est pas une utopie à réaliser, qu'on voudrait réaliser, mais qui a vraiment vu le jour, eh bien, il y voit non pas un modèle, mais une piste qu'il faudrait, sinon le terme de généralisation est peut-être excessif, mais en tout cas qui permet de réfléchir à une autre conception globale de l'ensemble de la société et pas uniquement de la santé. Par la suite, après ses travaux dans l'économiste, il a également bifurqué, si on peut dire, vers la sociologie, encore que la bifurcation, c'est pas... Bon, voilà. Donc c'est à partir de son expérience de chercheur qu'il intervient ce soir. Je crois que ce qui fait une part forte de son originalité, c'est la volonté que les communistes s'emparent avec plus de force de la société que nous voulons. C'est une société où les producteurs disposent du pouvoir. C'est-à-dire qu'on dépasse naturellement le marché, mais on dépasse aussi l'étatisme. Bon, il va vous parler de tout ça beaucoup mieux que moi. Et donc je lui laisse la parole sur cette thématique, salaire à vie et, comment on avait énuméré les choses, propriété d'usage, et propriété d'usage du travail. De l'outil de travail. De l'outil de travail, de l'outil de travail. Voilà, à toi. Merci beaucoup François, merci à vous. Effectivement, comme tu le signales, notre parti est à l'origine d'une mutation dans la pratique du travail, une mutation dont il a perdu la mémoire ou le sens, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui sur la défensive et plutôt dans une impasse stratégique. Et donc, pour sortir de la défensive et de cette impasse stratégique, il m'apparaît utile de revenir à ce qui nous a constitués comme classe révolutionnaire, c'est-à-dire comme classe mettant en cause la pratique de la valeur économique, la pratique du travail telle que la classe dirigeante l'organise, le définit, et suscitant des institutions alternatives. Et dans les institutions alternatives aux institutions capitalistes du travail, que la CGT, dans la CGT, les militants communistes ont été particulièrement actifs à mettre en œuvre, il y a le salaire à la qualification, et singulièrement le salaire à la qualification personnelle, qui se substitue au marché du travail, qui est l'institution capitaliste par lequel on est reconnu comme travailleur. Et là, ce n'est plus le marché du travail qui nous reconnaît comme travailleurs, c'est l'attribution d'une qualification à un poste dans l'emploi et à la personne même, entre autres dans le grade de la fonction publique. Et deuxième institution que nous avons commencé à mettre en place, qui renvoie non pas au statut du producteur, mais au régime de propriété, parce que un mode de production
se définit en particulier par ces deux institutions, statut du producteur. Dans le capitalisme, c'est un individu libre sur le marché, hein, et ce que le chemin communiste, puisque le communisme c'est le chemin par lequel nous sortons du capitalisme, ce que le chemin communisme crée, enfin met en œuvre en France dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est à la place de ce marché du travail un salaire à la qualification et à la qualification personnelle en particulier. Et puis à la place, en termes de régime de propriété, à la place de la propriété lucrative, qui fait que le propriétaire de l'outil exploite le travail d'autrui et tire un revenu de cette exploitation du travail, la propriété lucrative est remplacée par une propriété patrimoniale non lucrative et par la propriété d'usage par les travailleurs de cet outil, qui n'est pas la propriété lucrative d'un groupe capitaliste. La condition pour qu'il y ait sortie de la propriété lucrative étant le fait que l'investissement soit subventionné et non pas financé à crédit. Or, précisément, nous avons institué à grande échelle la subvention de l'investissement à la place de son financement à crédit. Et c'est un bref rappel sur ces deux points que je voudrais faire avant de montrer comment, depuis le milieu des années 80, mais ça prend sa forme explicite sous Rocard, comment une contre-révolution capitaliste s'efforce de remettre en avant le marché du travail et la propriété lucrative. Et à quelles conditions nous pouvons sortir de la défaite? Eh bien, en étendant le salaire à vie et le financement de l'investissement par subvention, ce que nous avions été en mesure d'instituer dans les années 40, 50, 60, 70, disons que les choses, notre capacité révolutionnaire s'arrête à peu près à ce moment-là. Le salaire à la qualification qui se substitue au marché du travail, c'est une longue conquête syndicale sur laquelle je reviendrai en cours de débat, mais que je ne voudrais pas exposer maintenant. Ça m'empêcherait d'exposer la contre-révolution capitaliste du travail et comment la contrer. Mais j'en dis quand même un tout petit peu. D'une part, c'est la convention collective qui va qualifier les postes de travail et qui va imposer le salaire à la qualification, avec ce côté mi-chemin de la conquête qui est que le support de la qualification, le support du salaire, c'est le poste. Et donc, le poste étant la propriété du capital, évidemment, cette conquête est à mi-chemin. Mais le mouvement ouvrier, dans sa dimension révolutionnaire, a été capable d'aller au-delà. Il a été capable, avec le régime général, que je distinguerai bien soigneusement de la sécurité sociale, mais là encore, je ne vais pas assister beaucoup dans ce propos liminaire, j'espère que ça viendra dans le débat. Le régime général, qui se met en place en 1946, va faire passer le support de la qualification du poste de travail à la personne même. Et c'est la personne qui devient le support de la qualification, le support du salaire. Qualification, pour qu'il n'y ait pas de contresens, dans ce que je raconte, ce n'est pas du tout le diplôme, ça c'est la certification. La qualification, c'est l'attestation que l'on contribue à produire de la valeur économique. Alors que le diplôme, c'est l'attestation qu'on contribue à produire de la valeur d'usage, qu'on produit des biens et services. On n'est pas dans l'ordre de la valeur avec le diplôme. Et il n'y a aucun problème dans le capital pour que nous soyons titulaires de diplôme. En revanche, il y a
un refus absolu que nous soyons titulaires d'une qualification, c'est-à-dire que nous soyons posés dans l'ordre de la valeur économique. La qualification se sort du poste de travail pour venir à la personne même. Avec les allocations familiales, c'est le premier grand chantier qui est mis en place en 1946. Les parents sont payés. Ils sont payés davantage qu'un ouvrier de la métallurgie, puisque c'est 225 heures par mois de l'OS de la métallurgie. Et ils le sont, quel que soit leur rapport à l'emploi. Alors que jusque-là, les allocations familiales étaient réservées à ceux qui étaient dans l'emploi. Là, il y a une déconnexion complète du salaire, c'est bien du salaire, ce sont les patrons qui payent, et c'est 225 heures par mois, c'est-à-dire que les parents sont mieux payés que les ouvriers de la métallurgie, qui faisaient à l'époque moins de 225 heures, même s'ils faisaient plus qu'aujourd'hui, ils ne faisaient pas 2500 heures par an. Et la deuxième branche du régime général, c'est l'assurance maladie, dans laquelle la collecte de cotisations va permettre d'une part de subventionner l'investissement, tout l'énorme effort d'investissement auquel correspondent les réformes hospitalières des années 58 et suivantes, avec la création des CHU, le fait que les hôpitaux psychiatriques relèvent de la Sécu et non plus d'aide sociale, que les hospices deviennent des hôpitaux locaux avec des lits actifs. Tout cet énorme effort d'investissement est financé sans appel au marché des capitaux, ni au partenariat public-privé, sans appel au crédit. C'est financé, fut-il public, c'est financé par une hausse du taux de cotisation. Et cette socialisation de la valeur permet à l'assurance maladie de subventionner l'investissement. Dès lors, un investissement subventionné peut être la propriété patrimoniale d'une collectivité publique. Ça échappe, la propriété de l'outil échappe au capital, et cette collectivité publique peut confier la propriété d'usage de l'outil aux travailleurs eux-mêmes. Là, il n'y a pas eu beaucoup de progrès, parce que pour que les travailleurs eux-mêmes deviennent les propriétaires d'usage de l'outil, il faut qu'ils s'estiment dignes de l'être, qu'ils aient été socialisés dès enfance dans la responsabilité économique, ce qui n'est pas le cas, et donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là, et certainement qu'une de nos missions, comme Parti communiste, c'est de le faire, cela. Enfin, de continuer à le faire, ou de le refaire, puisque nous avons renoncé à tout ça depuis déjà 20 ou 30 ans. Mais le financement de l'investissement par subvention est au fondement de la propriété d'usage de l'outil par les travailleurs eux-mêmes. Et même si, encore une fois, ça n'a pas été au bout, nous sommes dans les débuts de l'institution communiste du travail, bien sûr, dans la seconde moitié du XXe siècle. Les soignants à l'hôpital étaient beaucoup plus maîtres de leur travail et de leur outil dans les années 70 qu'aujourd'hui. Ils sont ficelés complètement par des protocoles, par des injonctions gestionnaires qui dénaturent leur travail. Tout cela pour que l'hôpital, qui n'est plus financé par subvention, puisse rembourser les emprunts ou payer le loyer en cas de partenariat public-privé, comme dans l'hôpital Paris-Sud, par exemple, avec Eiffage. En même temps, en matière de santé, qu'on produit de la santé sans capital, avec un outil de travail, sauf le médicament, hélas, qui n'a pas été concerné par cette mutation communiste. En même temps, les personnels sont payés à vie. Et là, nous sommes dans un dépassement encore plus radical de l'emploi, du fait que c'est le poste qui est le support. L'emploi, c'est quand c'est le poste qui est le support du salaire. Le salaire à vie, là, c'est la personne qui est le support du salaire. C'est la personne qui est le support de la qualification à travers son grade dans la fonction publique, et donc la fonction publique hospitalière.
Et puis, s'agissant des libéraux de santé, une invention extrêmement intéressante de travailleurs indépendants qui aussi sont en salaire à vie. C'est le salaire socialisé de l'assurance maladie avec qui ils passent convention qui les paye. Et dans les 3 mois qui suivent leur installation, ils ont la patientèle qui est solvabilisée par cette assurance maladie, et ça jusqu'à la fin de leur activité, à la différence de travailleurs indépendants comme, je sais pas, les architectes qui vont pouvoir crever de faim pendant 15 ans avant de sortir de la misère. Donc, on invente dans la production de santé, qui est 10% du PIB, c'est pas rien, on invente dans la production de santé 2 institutions communistes du travail, le salaire à vie des personnels, qu'ils soient indépendants ou fonctionnaires, et la subvention de l'investissement qui permet la propriété patrimoniale non lucrative et la propriété d'usage par les travailleurs. 3e branche, la vieillesse. Bien, la vieillesse, le grand combat de 1946, c'est d'aligner le régime général que l'on crée à l'époque, qui est créé contre le reste de la Sécu. Moi, je ne défends pas la Sécu. Il y a beaucoup de choses indéfendables dans la Sécu. Il y a toute une partie capitaliste de la Sécu, celle que promeuvent nos adversaires, précisément. Le régime général, sur le modèle de la fonction publique, et ça va être également mis en œuvre pour la RATP, les électriciens gaziers, enfin un certain nombre de SNCF, un certain nombre de salariés dits à statut dans les entreprises publiques, le régime général proclame le droit au salaire pour les retraités. Les retraités ont droit à un taux de remplacement d'un salaire de référence. Nous sommes dans un droit au salaire et là encore, ça sort complètement le salaire de l'emploi. Le salarié, à un certain âge, n'a plus besoin de passer par le marché du travail pour être reconnu comme travailleur avec une qualification qui devient personnelle. L'entrée en retraite, c'est le fait que la qualification passe du poste à la personne. C'est une mutation également communiste, là, tout à fait intéressante. Sur le modèle du régime général, un peu plus tard, en 1958, même si ce n'est pas dans le régime général, c'est pour ça que la CGT au départ ça compte, puis ensuite s'y ralliera, l'indemnisation du chômage proclame le droit au salaire des chômeurs. Et là, c'est une très très grande nouveauté. Il ne proclame pas le droit à l'emploi des chômeurs, c'est le droit au salaire des chômeurs. 33% de leur salaire brut en 1958, et puis par toutes les bagarres qui sont menées, à la fin des années 70, on est à 57% du salaire brut, 70% du net, ce qui est encore le taux actuel. Parce qu'il n'y a pas eu de progrès depuis, mais depuis nous sommes dans un effondrement idéologique qui fait que nous avons été incapables d'assumer toutes ces nouveautés que nous avions construites. Là, cette extension du champ du salaire qui quitte l'emploi pour être attribué non pas au poste mais à la personne, des parents, des retraités, des soignants, des chômeurs, se voit aussi dans des branches dans lesquelles le syndicalisme a pu conquérir ce qu'on appelle un droit à carrière, dans la métallurgie, dans la chimie, dans la banque. Le poids syndical a permis que lorsque l'on change d'emploi dans la branche, y compris en changeant d'entreprise, c'est pour un poste plus qualifié. Alors, au moins aussi qualifié. Donc il n'y a pas de rupture de salaire. Certes, il y a le risque du chômage, puisque c'est le poste qui est qualifié, donc pas de poste, enfin chômage. Il n'y a que quand le salaire est à vie lié à la personne qu'il n'y a pas de chômage. Mais dès lors que le salaire est lié au poste, il y a évidemment du chômage possible. Mais il y a une continuité de salaire et une progression de salaire. Quand on fait l'addition de toutes ces situations, qui concernent en 1946 la loi Croizat sur les allocs, mais je veux faire allusion plutôt à la loi Thorez sur le régime général, le régime de la fonction publique d'État.
la loi Torres concerne 500 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 5,5 millions de fonctionnaires. J'insiste sur le progrès considérable qu'ont connu les institutions communistes du travail. Parce que nous sommes dans la panade, en particulier parce que nous ne voyons plus que le côté moitié vide des verres. Nous sommes, enfin, quand 3 militants se retrouvent au bout de 5 minutes, c'est le mur des lamentations. Donc on est dans cette période d'incapacité à se mobiliser autrement que d'une façon volontariste de temps en temps pour poursuivre cette institution communiste du travail que nos anciennes et anciens ont commencé à construire. Mais il faut bien voir que ce qu'ils ont construit a considérablement progressé. La retraite aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes, alors que c'était très très peu de personnes en 1946, dont la moitié ont une pension proche du salaire. Pas tous, et surtout pas toutes. Les femmes ont des pensions qui sont souvent de survie. Mais plus de 7 millions de retraités ont une pension proche du salaire. Ils sont en situation de qualification personnelle, de salaire à vie. Ça fait déjà 13 millions de personnes. Ajoutons les salariés à statut, qui n'ont pas tous disparu. Arrêtons d'annoncer leur disparition, ce qui, évidemment, se révèle être une prophétie autoréalisatrice. Et puis, il y a les salariés des branches à carrière, dont j'ai parlé, la métallurgie, la chimie, la banque. Nous arrivons au tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire à la qualification personnelle, qui ont un salaire à vie. Le tiers des plus de 18 ans. Ce n'est pas du tout anecdotique. 17 millions des 50 millions que nous sommes de plus de 18 ans ont un salaire à vie. Et en même temps, nous avons expérimenté en matière de santé ou en matière d'éducation, parce qu'en même temps qu'il y avait cet énorme effort d'investissement dans la réforme hospitalière, on a construit 3600 lycées et collèges entre 65 et 75, en 10 ans, un par jour. Nous avons construit un lycée ou un collège par jour en 10 ans, sans appel au crédit, sans appel au marché des capitaux, par la hausse des impôts. Donc, nous avons la technologie, bien sûr, pour sortir l'outil de la propriété lucrative du capital, c'est la subvention, par cotisation ou par impôt. Nous avons l'outil pour sortir du marché du travail, c'est le salaire à vie. Et c'est parce que nous n'avons aucune conscience dans le Parti communiste, mais pas que, le Parti de gauche, France Insoumise, le NPA, tout ça c'est pareil. Il y a quelques tensions de frères ennemis, mais globalement c'est la même panade et la même incapacité d'assumer la dynamique de nos anciennes et anciens. Nous avons les outils, beaucoup plus que de la Vécroisa ou je ne sais qui. Nous avons bien sûr les outils de la poursuite d'une pratique communiste du travail, avec salaire à vie à la place du marché du travail et avec subvention de l'investissement à la place du crédit. Nous sommes battus depuis 40 ans parce que, évidemment, le capital, lui, la classe dirigeante, n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot. Et si elle est dirigeante, c'est qu'elle a une conscience de classe un peu plus forte que la classe révolutionnaire. Et donc, elle sait tout à fait ce qu'elle doit attaquer. Et ce qu'elle a attaqué, c'est le salaire à vie et la subvention de l'investissement. Ça, c'est l'objet. Je n'ai pas le temps de parler de la subvention de l'investissement, je vais parler uniquement du salaire à vie. L'attaque contre le salaire à vie, elle est absolument déterminée depuis 1982-84. En quoi elle consiste? Elle consiste à remplacer le salaire à la qualification du début de carrière jusqu'à la mort, puisque la retraite poursuit le salaire jusqu'à la mort, à le remplacer par deux piliers de ressources. J'explique ça longuement dans le second chapitre de 20 comme Macron.
pour ceux qui voudront aller plus loin que ce que je vais dire tout de suite. Le premier pilier de ressources, enfin, les deux piliers de ressources n'ont plus de lien avec le salaire à la qualification. Aucun. Le salaire à la qualification, le capital tente de l'ôter de notre horizon pour réassigner les travailleurs à la performance sur le marché, qu'il s'agisse du marché du travail d'ailleurs ou du marché des biens et services, parce que le capital adore les travailleurs indépendants puisqu'il les exploite davantage que les salariés. Les salariés, au moins, ils s'organisent pour border l'exploitation. Les travailleurs indépendants, eux, pas du tout. Donc le capital aime d'abord les indépendants. On n'est pas surpris que Macron, qui est l'expression directe du capital au pouvoir, ait le projet d'encourager l'indépendance, parce qu'un indépendant, il faut qu'il finance par crédit son outil de travail, il a besoin de fournisseurs, il a besoin de donneurs d'ordre, de clients, etc. Et derrière toutes ces fonctions-là, il a plus ou moins loin un groupe capitaliste qui va ponctionner la valeur qu'il crée. Réassigner jeu décisif de ce qui est mis en place depuis le milieu des années 80. Ça se traduit par un premier pilier de ressources qui est un pilier forfaitaire financé par un impôt de solidarité et universel. Alors ce premier pilier, il est mis en place d'abord à la place du salaire direct. À la place du salaire direct, on a un forfait. Et il est mis un forfait fiscal. Et il est mis en place à la place du salaire socialisé, à la place des prestations sociales. À la place des prestations sociales, on n'a plus de salaire socialisé, mais également un forfait payé par un impôt de solidarité. Le vecteur de la suppression du salaire à la qualification dans le premier pilier, le forfait, on va dire à 750 €, pour reprendre ce qui est en train de se définir comme forfait universel, ça commence par les jeunes. Ça suppose une victimisation. Pour pouvoir supprimer le salaire à la qualification de travailleurs qui jusqu'ici avaient droit au salaire à la qualification, il faut les victimiser. Et la victimisation se fait autour d'un mensonge d'État tout à fait considérable, qui est le fait qu'un jeune sur 4 serait au chômage. Et que face à telle catastrophe, mieux vaut des petits boulots que rien du tout. Et vous voyez, petit boulot, ça veut dire suppression de toute référence à la qualification. Alors c'est un mensonge d'État, puisque des 18-25 ans ont un taux de chômage de 25%, mais un taux de chômage, c'est au numérateur des chômeurs, mais au dénominateur des actifs. C'est donc un jeune actif sur 4 qui est au chômage. Or, l'essentiel des jeunes sont à l'école. Dans les 18-25 ans, 70% sont à l'école. Donc, un taux de chômage de 25%, ça veut dire que 30%, enfin le quart de 30% des jeunes est au chômage, 7,5%, ce qui est la moyenne de chômage dans toutes les tranches d'âge. Pratiquement, on observe dans toutes les tranches d'âge, ce poids du chômage entre 7 et 8%. Alors sur la base de ce mensonge d'État, vont être mis en place les mesures jeunes. Les mesures jeunes, avec les TUC et les SIVP en 84, le contrat emploi solidarité avec Rocard en 90, les emplois jeunes avec la gauche plurielle, les emplois jeunes qui vont confiner des jeunes à Bac+2 au SMIC pendant 5 ans. Et puis, depuis, les volontaires, le volontariat et le service civique. Aujourd'hui, c'est surtout le civisme qui est invoqué
pour récuser tout droit à la qualification chez les jeunes. Le CPE aussi qui est passé dans l'appel. Le CPE, il n'est pas passé hein, parce que il y a eu à ce moment-là un enjeu interne à la droite. Hein, il fallait absolument que le CPE ne passe pas si Sarkozy voulait casser la gueule à comment il s'appelle, à Villepin dans les primaires de la droite. Hein, donc il n'est pas passé. C'était un peu dans la même ligne, quoi. C'était dans la même ligne, hein, tout à fait, tout à fait. Mais il a été repris depuis sous des formes, encore une fois, qui font appel au civisme et autres. La caractéristique de tout cela, c'est qu'il n'y a aucune référence à la qualification, bien sûr. Il y a une référence à un forfait qui est un pourcentage du SMIC, 0,5 SMIC, 0,6 SMIC, 0,8 SMIC, le SMIC. Le SMIC, c'est précisément pas un salaire. Le SMIC, puisqu'il ne reconnaît aucune qualification. Ce qui reconnaît une qualification, ça c'est le salaire tel que les communistes et la CGT l'ont construit. Dès lors qu'il n'y a pas de qualification, il n'y a pas salaire. Il y a une rémunération, mais qui n'est pas un salaire. Le salaire, c'est ce qui reconnaît une qualification. Et tout cela est financé par l'impôt. C'est l'impôt qui finance les emplois jeunes d'une façon diverse et variée. Et une fois qu'on a réussi à victimiser, une fois que la classe dirigeante a réussi à victimiser une population pour lui casser la gueule, elle va en victimiser d'autres, dès lors que nous sommes habitués à être non plus un parti révolutionnaire, mais un syndicat de victimes. Et à ce moment-là, notre capacité à nous opposer à la victimisation est à peu près nulle. Et donc la droite y va, c'est sûr. La droite, la CFDT, le PS, le MEDEF, tout ça, y va à cœur joie. Et les victimisés, ça va être les peu qualifiés. Les peu qualifiés, ils n'ont pas de chance. On va quand même les aider à avoir un emploi. Et pour cela, on va supprimer les cotisations patronales. Et on va faire en sorte que ce ne soient pas les patrons qui payent le SMIC, mais les contribuables. Alors, les deux étapes, c'est les exonérations de cotisations patronales remplacées par une dotation budgétaire. Là, nous sommes chez Martine Aubry, c'est la gauche plurielle. Et puis, qui fait qu'aujourd'hui, un salarié payé au SMIC, c'est 5 000 € de cotisation en moins par an qui sont remplacés par une dotation budgétaire. Le régime général n'y perd rien. Quand dans notre acte on dit si on supprimait les exonérations, il y aurait plus de sous pour la Sécu, c'est entièrement faux. Puisque depuis 1994, la loi impose le remplacement à l'euro près de toute exonération de cotisation patronale par une dotation budgétaire. Non, c'est 5 000 € de moins pour payer des fonctionnaires. C'est cela en fait, les exonérations de cotisation, ça fait coup double. Ça s'attaque à la cotisation au régime général qui est haïe par le patronat et ça s'attaque à la fonction publique qui est haïe par le patronat. C'est une opération tout à fait remarquable dont le principal instigateur a été Jospin. Et donc, mais pas tout seul, autant que si vous vous rappelez. Et donc, le deuxième étape de la fiscalisation de ce salaire direct, qui n'est plus aucune référence à la qualification, c'est le RSA activité. Le RSA activité, ça veut dire que un salarié payé au SMIC, premièrement, c'est les salariés qui payent les cotisations patronales en tant que contribuables. Deuxièmement, c'est les salariés qui, en tant que contribuables, payent le salaire direct, pas dans sa totalité, mais enfin 800 €. Le patron n'a plus qu'à mettre les 350 € de la différence pour avoir le SMIC net. En même temps que le salaire direct à la qualification était remplacé par un forfait, des collègues comme Baudelot et Establet, dans leur livre qui s'appelle « Avoir 30 ans en 68 et en 98 », un livre paru au Seuil en 2000 ou un truc comme ça, montre que le salaire à 25 ans baisse de moitié avec les mesures jeunes, entre 68 et 98.
Aujourd'hui, un jeune de 25 ans gagne 2 fois et demi, au moins 2 fois et demi de moins que ce qu'il gagnerait ce qu'il aurait gagné en 68. Cet effondrement du salaire d'embauche, sa forfaitisation en pourcentage du SMIC, sa fiscalisation, financement par l'impôt, se double, alors cette fois-ci, pour les prestations sociales, de l'apparition d'un premier pilier, là encore, j'examine le salaire à la qualification dans sa double dimension, de salaire direct et de salaire socialisé dans les prestations sociales. S'agissant du salaire direct, exit toute qualification, forfait fiscal. Du côté des prestations sociales, même chose. Et là, c'est toujours Rocard, parce que de toute façon, l'intellectuel en chef de la réforme, c'est Rocard. Et là, nous sommes avec la CSG. Qu'est-ce que c'est que la CSG? C'est le remplacement du salaire par un impôt de solidarité. Toujours pareil, au nom de la victimisation. La première cible, c'est les parents. Les parents, ce n'est pas des travailleurs, les parents. On ne va pas payer du salaire à des parents quand même. Les parents, ça ne travaille pas. Les parents, c'est utile. Mais ça ne produit pas de valeur. Nous sommes là à l'inverse de la loi Croizat d'août 1946, qui dit les parents ont droit à 225 heures pour 2 enfants de l'ouvrier spécialisé de la région parisienne. Rocard dit, pas du tout. Les parents, ce n'est pas des travailleurs, ce sont des appauvris. Les appauvris par le coût de l'enfant. Ils ont droit de la solidarité, par un impôt de solidarité. Et donc, j'espère qu'en même temps, vous faites les connexions pour voir pourquoi nous avons été défaits. Parce que nous avons été incapables de dire que les parents travaillent. Parce que nous n'avons pas assumé la création de nos anciennes et anciens. Et donc, le remplacement de la cotisation par la CSG qui crée donc un droit à une allocation fiscale forfaitaire, puisque les allocations familiales ne sont plus liées à l'évolution du salaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, c'est un forfait. Cette CSG va servir ensuite d'arme de guerre contre la reste du salaire socialisé. Donc d'une part, ça commence par la vieillesse, Simone Veil, Sainte Simone Veil, en tout cas si j'en crois Dumas, que je lis tous les jours et qui est un journal tout à fait remarquable, heureusement qu'il existe. Simone Veil va créer le fonds de solidarité vieillesse. Vous voyez, dès que vous entendez solidarité, il faut que ça fasse gling-gling. D'accord ? Vous êtes sûr qu'on casse la gueule. D'accord ? Donc le fonds de solidarité vieillesse, le FSV, par un point de CSG, pour financer des choses qui ne sont pas du travail. Enfin, les femmes qui ont élevé des enfants et qui ont droit à des trimestres supplémentaires ou de la pension de reversion. Pas du travail. Ça doit être financé, pas par du salaire, mais par de la solidarité. Le FSV, donc, qui va financer, avec la CSG, des prestations dites non contributives. C'est pas contributif. Les femmes, c'est bien connu, ça contribue pas. Enfin, il y a une violence sexiste dans tout ça qui est incroyable. C'est Delors, c'est Rocard, c'est tout ce monde-là. Mais c'est nous aussi. C'est ça le problème. Ce serait eux, il n'y aurait que demi-mal. Le problème, c'est nous. Et alors, ensuite,
Ensuite, ben, le pompon, ça va être Jospin, hein, qui lui supprime la cotisation salariée en matière d'assurance maladie et la remplace par la CSG. Il double le taux de CSG. Hein. Ben, pareil, la santé, écoutez, c'est pas du travail. Les soignants, c'est des gens utiles. Hein. On ne va pas les payer que du salaire. Il faut de la solidarité, il faut un impôt de solidarité pour financer l'assurance maladie. Et donc, en matière de santé, là, les choses vont aboutir encore, sont plus avancées, disons, qu'en matière de vieillesse. En vieillesse, c'est Macron qui va achever le boulot pour la vieillesse l'an prochain, parce qu'il gagnera à coup sûr si nous nous battons sur les mêmes thèmes que nous avons utilisés depuis 30 ans. En matière de santé, vous voyez qu'en finançant par de la CSG l'assurance maladie, et non plus par une cotisation, on va voir apparaître la distinction entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. C'est la loi Rocard, toujours, de toute façon, encore une fois, c'est toujours Rocard, hein, il faut toujours aller dans le ministère Rocard pour voir là où s'initie la réforme. C'est la seconde gauche. Hein. Vous avez aussi un bouquin de collègues, faites-les donc venir, j'ai oublié leur nom, bon, mais le bouquin s'appelle L'illusion du bloc bourgeois, c'est paru à Raison d'agir l'an dernier, non, c'est en 2017 je crois. C'est un petit bouquin tout à fait intéressant qui montre le rôle absolument déterminant de la seconde gauche dans notre propre effondrement idéologique. Et donc, c'est pas que la première était meilleure, hein, mais enfin, la seconde a été particulièrement catastrophique. Donc, la seconde gauche, c'est donc Rocard, tout le courant moderniste. Hein. C'est Hamon, c'est Macron, c'est la CFDT. Voilà, c'est ça la seconde gauche. Hein. Et donc, Delors, enfin bon, Fabius, enfin, etc. Et donc, la liste est longue, mais j'arrête parce que sinon, elle ne va pas arriver. Je ne vais pas arriver au bout de ma phrase. Evin, donc la loi Evin de 89 distingue l'assurance maladie obligatoire qui a vocation à ne plus assumer qu'un panier de soins. Et puis c'est l'assurance maladie complémentaire qui va assurer le reste. Hein. Donc j'en reste au premier pilier, puisque j'en suis au premier pilier. Donc le premier pilier de prestation de santé, de production de santé, relève d'un impôt de solidarité et assure un minimum de prestations à travers, ou le gros risque, enfin des choses comme ça, à travers la CSG. Vous voyez que la cerise sur le gâteau de toute cette évolution, c'est le revenu universel. Hamon, c'est le continuateur de Rocard. Il s'agit d'arrêter de bricoler. Jusqu'ici, on a fait morceau par morceau, parce que les réformes ne se font pas d'un coup. Hein. Hamon, il parachève la réforme. On a fait morceau par morceau, on a remplacé le salaire direct à la qualification en partant des jeunes et puis des non qualifiés. Il n'y a pas que qu'on a victimisé. Les femmes chargées seules d'enfants, pareil, on les a complètement utilisées, instrumentées pour en finir avec le salaire à la qualification. Enfin, mais ça, j'ai pas le temps. Tout ça, c'est, je fais un peu de teasing pour le bouquin. C'est dans le deuxième chapitre de Macron. Donc, une fois que vous avez remplacé le salaire direct par un forfait fiscal, 0,8 SMIC, SMIC, etc., que vous avez remplacé le salaire socialisé des allocations familiales du panier de soins, des prestations de vieillesse dites non contributives, par de la CSG. Il ne reste plus qu'à achever le truc. Vous rendez universel 750 balles.
les 750 premiers euros du salaire ne vont plus être payés par les employeurs, ils ne le sont déjà plus, mais par les contribuables. Les 750 premiers euros du chômage, les 750 premiers euros de la retraite, les 750 premiers euros de la couverture santé, de la vieillesse, nous sommes dans le revenu universel, tel que la Fondation Jean Jaurès l'exprime, tel que les 8 présidents de conseils départementaux socialistes veulent l'expérimenter, tel que Hamon en est le porteur. Nous sommes dans une arme de guerre contre le salaire à la qualification. Le second pilier, parce que ça ne suffit pas, on ne peut pas remplacer le salaire actuel par 750 balles pour tous, c'est pas sérieux, d'accord? Il en faut plus quand même, d'accord? Alors le plus, c'est quoi? Le plus, c'est le second pilier. Le second pilier, il se construit avec la même détermination. Depuis cette époque, depuis 82, les gouvernements sont absolument déterminés à faire cette réforme, ils savent qu'ils seront battus, et ils le font quand même. Ils ont tous été battus, sans exception, depuis cette époque. La carrière politique, au demeurant, a changé. Pendant 5 ans, je suis au pouvoir et j'arrose le capital. Pendant 5 ans, je suis dans l'opposition et je suis arrosé par le capital. Donc ils s'y retrouvent, les mecs, mais ils sont d'une détermination absolue parce que la victoire communiste du salaire à vie et de la subvention de l'investissement est considérable. Et que la classe dirigeante, elle sait où sont ses adversaires. Si nous ne savons pas où sont nos intérêts. Le second pilier, comment se construit-il? J'ai oublié dans le premier pilier le RMI. Vous voyez, le RMI, j'ai parlé du RSA, mais j'ai oublié de parler du RMI. Alors j'en dis quand même un mot, mais cette fois-ci, vous avez compris. Il s'agit de victimiser une population pour lui interdire le salaire à la qualification. En 82, Bérégovoy, encore un de la bande, crée les filières. Il est ministre des Affaires sociales, il crée les filières en matière de chômage. T'as cotisé tant de temps, t'as droit à tant de temps de chômage. Auparavant, il n'y avait aucun lien entre la durée de cotisation et la durée de prestation. Et ça va réduire considérablement le nombre des chômeurs indemnisés. La Convention Unédique de 84 va entériner ces décrets Bérégovoy de 82, et pour ceux qui sont en fin de droit, on a inventé des termes quand même incroyables auxquels nous nous sommes habitués. Imaginez des retraités en fin de droit, des malades en fin de droit. Nous avons accepté qu'il y ait des chômeurs en fin de droit. Vous savez, quand on accepte ça, après c'est très difficile. Et donc, pour les chômeurs en fin de droit, s'ils ont cotisé pendant 5 ans, au cours des 10 années précédant leur chômage, ils ont droit à quoi? Une allocation de solidarité, bien sûr. Gling, solidarité, ça va? Spécifique, l'ASS, qui est un forfait fiscal. Et Rocard, en 89, prend acte de ce que la socialisation du salaire à la qualification est condamnée, puisque la classe dirigeante la condamne et que nous sommes dans l'incapacité de le promouvoir, et dit, mais les chômeurs, ce n'est pas des travailleurs qui ont droit du salaire, c'est des pauvres qui ont droit à un revenu minimum d'insertion. Bon, j'en ai fini pour le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la même chose. Il s'agit de supprimer toute référence à la qualification dans les droits des salariés.
Et là, ça ne va pas se faire par un forfait fiscal, ça va se faire au contraire par une assignation à la performance marchande des travailleurs. Vous voyez que le partage des tâches entre Hamon et Macron. Hein. Hamon, c'est l'économie sociale et solidaire, le revenu de base, etc. Macron, c'est les start-up. Mais on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Ils n'existent que l'un par l'autre. Ils sont les deux branches de la même alternative. L'alternative au salaire à la qualification personnelle. Et on ne comprend pas le revenu de base si on ne comprend pas ce que c'est que le CPA, le compte personnel d'activité. Là aussi, où il y a dans l'UMA des choses qui me font frémir de temps en temps. Comme si on pouvait avoir une quelconque... Il n'y a pas que dans l'UMA, dans les syndicats. Moi, j'ai un syndicat qui dit, mais enfin, les fonctionnaires n'ont pas droit au CPA. Le compte n'y est pas. Des trucs invraisemblables. Alors que ce sont des armes de guerre contre les conquêtes communistes. Mais il faut bien le comprendre, ça. Hein. À la fois la complémentarité du revenu de base et du CPA, et en quoi le CPA est une arme de guerre contre le salaire, à la qualification. Assigner les personnes à la performance, c'est d'une part en finir dans le salaire direct, hein, je reprends la même chose, salaire direct, prestation sociale, en finir dans le salaire direct avec toute référence à la qualification. En dehors des rares jeunes qui sont embauchés comme fonctionnaires aujourd'hui, au CNRS 9 ans et demi après leur thèse en moyenne, par exemple, la durée du postdoc avant d'accéder à chargé de recherche, c'est 9 ans et demi en moyenne, 4 ans et demi en certaines sections, 11 ans et demi dans d'autres. Mais là, on est dans le haut du panier de la jeunesse. Hein, inutile d'évoquer ce qui concerne les autres. Il n'y a pas d'embauche à la qualification. Un jeune, il est embauché à la tâche. C'est un contrat de mission, un contrat d'objectif, un CDD lié à une tâche précise. Il n'y a aucune référence à la qualification dans le salaire direct d'un jeune diplômé aujourd'hui. Les jeunes pas diplômés, c'est le SMIC, de toute façon, c'est le forfait fiscal, d'accord ? Pour les autres, c'est des contrats extrêmement liés à une tâche, à une mission. Ce contre quoi le mouvement ouvrier s'est construit au XIXe siècle. Et puis l'encouragement à la dépendance. Un encouragement à la dépendance qui s'appuie sur une aspiration extrêmement intéressante chez les jeunes diplômés, ne pas produire de merde pour le capital. Dans les jeunes diplômés, il y a une partie, il y a les cons qui sont gagneurs et qui vont sur la place de Londres, bien sûr, et qui espèrent que Paris va succéder à Londres avec le Brexit, enfin, etc. Ça, il y a des macronistes chez les jeunes aussi. Mais il y a une réalité sociologique très nouvelle et extrêmement passionnante qui est cette fraction non négligeable de la jeunesse diplômée qui ne veut pas jouer le jeu, qui ne va pas sur le marché du travail, qui essaye de produire des biens et services qui aient sens dans le bio, dans le numérique, dans l'énergie, enfin, etc. En s'appuyant sur cette aspiration et en la dévoyant, la classe dirigeante fait miroiter le travail indépendant comme forme particulièrement émancipée du travail, alors que j'ai montré que c'est la forme la plus exploitée, au contraire. Donc, et puis vous avez, pour penser la chose, l'homme de pleine commune comme terre d'expérimentation, comment il s'appelle, le gars, il interviewe dans l'UMA régulièrement. Pardon, redites voir. Non, pas Stiglitz, mais c'est un peu pareil. Non, attends. Stigler. Stigler. Un autre Bernard. Oui, ça signe son âge, mais je ne me revendique pas de ce Stigler-là, qui est un adversaire redoutable. Stigler, c'est l'homme du revenu contributif.
Il me dit, dans l'avenir, la productivité, c'est plus le fait, c'est sur un poste comme ça, on est productif 3% de son existence, le reste on est dans l'errance, dans la recherche, dans ceci, dans cela. Il faut encourager l'innovation, les 3% où on est vraiment performant. Et donc, il s'agit que sur le marché des biens et services, des start-up, etc., le moment des 3% soit reconnu par une validation marchande extrêmement élevée, des ressources très élevées, et puis les 90 ou 97% du temps qui reste, dans une période de 10 mois, il s'inspire un peu du régime intermittent du spectacle, dans une période de 10 mois, on va avoir droit à un revenu dit contributif, un revenu contributif, parce qu'il est à la mesure de la contributivité qu'on a apportée dans les 3% de notre temps productif. Et on aura droit à un pourcentage de ce revenu pendant 10 mois, pas plus, parce qu'il faut ensuite qu'on redevienne quand même productif, qu'on ne s'endorme pas dans l'errance. Bon, voilà, donc ça c'est en termes de salaire direct, plus de référence à la qualification, terminé, d'accord, mais la performance marchande sur le marché du travail ou à travers des contrats de mission ou sur le marché des biens et services. Prestations sociales. Prestations sociales, il s'agit de remplacer le salaire socialisé par le j'ai cotisé, j'ai droit. Ça, c'est une mutation également tout à fait décisive. Dans la sécurité sociale, vous connaissez l'expression de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Là, c'est à chacun selon sa contribution, puisque nous sommes dans le contributif. Donc la mesure de la prestation, c'est la cotisation. C'est la somme des cotisations qui doit être la mesure du droit à prestation. Donc, ce qui est légitime en matière de retraite, c'est les comptes. D'où le projet de Macron de tout centrer le second pilier des retraites, le premier pilier étant l'opération Simone Veil, d'accord, hein. On va avoir un régime général qui va attribuer à tout le monde 750 balles, un truc comme ça, bon, universel. Et puis le deuxième pilier, si on veut plus de 750 € de retraite, là ça va être j'ai cotisé, j'ai droit. C'est à la mesure de mes cotisations que j'ai droit à des prestations. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité n'est pas productif, il dépense. Qu'est-ce qu'il a le droit de dépenser? Il a le droit de dépenser ce qu'il a mis au pot commun quand il était actif. La pension doit être la contrepartie des cotisations passées. C'est de la solidarité intergénérationnelle. Voilà le discours capitaliste sur la retraite. En même temps, la qualité de votre silence me fait penser que vous vous dites, mais attendez, c'est ce qu'on a raconté nous aussi. On a défilé derrière, oui, à la solidarité intergénérationnelle. Est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'on a été battu? On est toujours battu quand on se bat sur le terrain de l'adversaire et non pas sur le nôtre. Notre terrain, c'est salaire à vie pour les retraités. Les retraités travaillent. Le terrain de l'adversaire, oh non, les retraités ne travaillent pas, ils ne produisent pas de valeur, ils ne mettent pas en valeur de capital. Ils dépensent, qu'est-ce qu'ils ont le droit de dépenser? La contrepartie de leur cotisation. Ah oui, mais alors c'est drôlement individualiste. C'est notre seule objection. Je lis avec soin nos productions. Hein. C'est notre seule objection. Quand on aura dit un tract disant que le régime à point, c'est individualiste, le lendemain, il y aura un tract de la CFDT qui dira ceci. Je vous annonce tout de suite que va être le tract de la CFDT le lendemain. Hein, parce que c'est Piketty qui a déjà écrit tout ça. Piketty, c'est celui qui a écrit les tracts de la CFDT, globalement. Les meilleurs tracts de la CFDT, hein, bon, aussi, bien sûr, comme chez nous. Enfin, les bons, c'est Piketty qui les écrit. Et qu'est-ce que dit Piketty? Le modèle suédois, c'est pareil en Italie, hein, mais
l'Italie, c'est sexy son, hein, c'est pas, on peut pas faire modèle, il faut que ce soit nordique pour que ce soit un modèle, il faut que ce soit des gens un peu emmerdants, si possible luthériens ou des choses comme ça. Bon, pour les luthériens, c'est pas trop comme, enfin calviniste, c'est plus sérieux quand même. Oui. Et donc, dans le modèle suédois, chacun a un compte, hein, et lorsqu'il liquide sa pension, on divise par son espérance de vie. C'est normal, puisque la somme des pensions doit être égale à la somme des cotisations. Alors, on ne sait pas faire l'espérance de vie individuelle, hein, je vous rassure tout de suite, c'est pas encore, Google n'a encore pas complètement trouvé le truc, mais on sait en revanche faire l'espérance de vie de la cohorte. Les Suédois prennent en moyenne leur retraite à 65 ans, donc un Suédois qui prend sa retraite en 2017 ou une Suédoise est né en 52, les actuaires savent qu'il ou elle ont 18 ans d'espérance de vie, et donc on divise par 18 le compte pour avoir la pension annuelle. Piketty dit, c'est bien beau tout ça, oui certes, mais les ouvriers à 65 ans, ils ont 7 ans d'espérance de vie de moins que les cadres. Donc on va diviser le compte des ouvriers par 15 et celui des cadres par 22. Et parce qu'il n'est pas normal que les ouvriers payent la pension des cadres. Et puis, comme en Suède, si le résultat de la division du compte par l'espérance de vie donne une pension mensuelle inférieure à 1 000 euros, paf, elle est automatiquement portée à 1 000 euros. C'est le cas en Suède. Nous aurons bonne mine avec notre truc individualiste. La proposition Piketty, elle est infiniment plus solidaire que la nôtre, hein, que la situation actuelle. Pardon. Pas de pension en dessous de 1 000 euros. Je rappelle que la pension moyenne des femmes en droit direct, c'est 900 euros. Et la pension des cadres tient compte de leur espérance de vie spécifique. La pension des ouvriers tient compte de l'espérance de vie spécifique. Solidarité intragénérationnelle totale. Nous serons couillonnés. Puisque nous sommes sur le fait que la retraite, c'est de la solidarité. On sera couillonnés. Donc j'annonce notre défaite, hein, d'accord. La condition pour que nous ne soyons pas défaits, c'est que nous revenions à l'ambition révolutionnaire de nos anciens, qui est de changer le travail, de sortir le travail du carcan capitaliste et de poser que les retraités travaillent et qu'ils ont droit au salaire et non pas à la contrepartie de leur cotisation. Ça, c'est pour la retraite, hein, le projet Macron. Mais Macron, c'est la continuité de Rocard. Hein. Hamon, Macron, c'est Rocard. C'est le même combat. S'appuyer sur Hamon pour combattre Hamon, pour combattre Macron, on finit par les confondre, c'est de l'irresponsabilité absolue. Donc, en matière de santé, au-delà du panier de soins, comment s'opère la production de soins? Par des mutuelles complémentaires, rendues obligatoires par l'accord de 2013, transcrit dans la loi de 2014. Une fois que c'est obligatoire, ça devient une alternative crédible au régime général, et on peut en finir avec le régime général. Pas totalement. Il faut un panier de soins universel, fiscal, pour la solidarité. Et pour le reste, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. C'est pas de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est à chacun selon ses moyens. Actuellement, la MGEN, qui est le parangon de nos adversaires, vous avez eu 4 menus, 4 niveaux de prestations, 80 taux de cotisation. J'ai cotisé, j'ai droit. À la place du salaire à la qualification. En matière de chômage, c'est pareil, nous avons déjà beaucoup avancé. Hein.
j'ai parlé de 84, hein, où il y a un début de lien entre la durée de cotisation et la durée de prestation. Mais nous sommes aujourd'hui après 2010. En 2010, la CFDT et le MEDEF signent un accord, un jour cotisé égale un jour presté. Dans la limite de 2 ans. Si vous avez cotisé 20 ans, vous n'avez pas droit à 20 ans de chômage. Un jour cotisé égale un jour presté. Ajoutez à ça les plus récentes mises en place du droit rechargeable. On a droit, puisqu'il faut qu'on épuise les droits qu'on a avant d'avoir de pouvoir faire référence au salaire qu'on vient de quitter quand on est chômeur. Il faut d'abord épuiser les droits qu'on a eus au titre d'emploi précédent. Ça veut donc dire que la prestation de chômage va être fonction de la somme des cotisations dans un compte chômage. Cerise sur le gâteau, tout comme le revenu de base, c'est la cerise sur le gâteau de tout ce qui a été fait en matière de remplacement du salaire à la qualification par un forfait fiscal, eh bien, il s'agit d'unifier tous ces comptes. C'est l'opération Hérault, l'opération Valls, l'opération Macron, enfin le Philippe. Il s'agit de faire un compte unique de tout ça. Le compte personnel d'activité. Avec des droits fongibles. Les points pour la retraite pourront servir à de la formation, les points formation pourront servir à du chômage, enfin, etc., etc. Chacun va avoir un compte. Résultat des courses, le compte personnel d'activité. Et ça, y compris les travailleurs indépendants, hein, bien sûr. Hein. Macron l'a annoncé. Hein, oui, j'ai oublié de parler du chômage. Hein. En matière de chômage, on dit Macron va étatiser le truc. Mais arrêtons de dire des conneries. Moi, je suis fatigué, franchement, que nous acceptions de colporter des bruits aussi inexacts. Il s'agit de créer 2 piliers. D'accord? Alors oui, il va y avoir un pilier, c'est pour ça qu'il remplace. Il fait l'opération Jospin. Hein. Mais en petit, parce que la cotisation santé que Jospin supprime pour la remplacer par la CSG, c'est énorme. Là, c'est plus fait, la cotisation salariée au chômage, c'est plus petit. Il le remplace par de la CSG. On est indigné, on ne l'a pas été pendant la France, pendant la gauche plurielle, hein, quand Jospin a fait le même truc en grand. La CSG va financer un premier pilier, 750 € pour tous, d'accord, les indépendants, les démissionnaires, tout le monde aura 750 €. Je dis 750 € parce que c'est la proposition de la Fondation Jean Jaurès, hein, mais ce sera peut-être un peu moins, un peu plus, enfin, ce sera dans ces eaux-là. Et au-delà, c'est extrêmement contributif. C'est j'ai cotisé, j'ai droit. J'ai un compte de cotisation chômage, j'aurai des prestations à la mesure de ce compte. Il n'y aura plus de lien au salaire. Ce sera comme dans la Jarcarco, il n'y a aucun lien au salaire. C'est les points qui comptent. Je termine parce que je sens que la main de mon voisin se rapproche de sa montre. Très de façon extrêmement discrète. J'admire ta façon extrêmement discrète de me rappeler à l'ordre. Mais tu as parfaitement raison. La poursuite offensive du salaire à vie, c'est la seule réponse à la mise en place des 2 piliers. Et la poursuite offensive du salaire à vie, c'est, alors par des chemins que je n'ai pas vocation à énoncer dans le détail, c'est au parti de faire un programme. Hein. Je peux donner une boussole simplement. C'est de passer du tiers des plus de 18 ans qui ont un salaire à vie à 100%. Passer à 100%, ça veut dire que ça c'est le 3e chapitre de Vaincre Macron. Ça veut dire que nous nous battons pour un droit politique nouveau. Vous savez, faire la révolution, ce qui est quand même notre vocation jusqu'à nouvel ordre, ça n'est pas avoir un bon État qui fait une bonne politique, avec une bonne politique fiscale, du bon crédit, la reprise du pouvoir sur l'argent.
que sais-je encore. Faire la révolution, c'est changer la valeur économique, sa pratique, le travail. Et ça suppose que d'abord, les travailleurs conquièrent des droits dans l'entreprise et à l'échelle macroéconomique. Le premier droit, je n'ai pas eu le temps du tout d'exposer le second, mais qui pourra être dans le cadre du débat, le droit à la propriété d'usage de l'outil. Lorsque, au cours de sa vie, on aura des outils de travail, on sera propriétaire d'usage, ça suppose que l'investissement soit subventionné. Le premier droit, c'est le salaire à vie. Il s'agit de remplacer le marché du travail, le marché des biens et services, comme lieu de validation de l'activité en travail par une autre institution communiste, le salaire à vie. Et il faut poser qu'à 18 ans, chacun a droit au premier niveau de qualification, avec le salaire correspondant. On va dire 1 500 €, ça, ensuite on peut discuter de tout cela. À 18 ans, tout le monde a le premier niveau de qualification, tout le monde est posé comme producteur de valeur. De même que le Parti communiste a été capable de poser les chômeurs, les parents, les soignants, les retraités comme producteurs de valeur. Et c'est parce que nous ne sommes pas fidèles à cela, que nous acceptons que les parents ne travaillent pas, que les chômeurs ne travaillent pas, on dit que c'est des privés d'emploi, que les retraités ne travaillent pas, c'est de la solidarité intergénérationnelle, que les soignants ne travaillent pas, c'est de la dépense de santé, c'est pas de la production de santé. Notre acte, c'est tout ça. Que nous sommes battus. Parce que nous ne menons pas la bagarre sur le terrain révolutionnaire qui est qui travaille. C'est quoi travailler? C'est quoi produire de la valeur? Et comment devenir souverain sur la production de valeur? Notre parti a su faire ça. Il est maintenant urgent qu'il sache à nouveau le faire. Et donc, s'appuyer sur la revendication de la CGT, de sécurité sociale professionnelle, et de 4 niveaux de qualification, et dire, à 18 ans, chacun, comme droit politique, a le premier niveau de qualification. Et à vie, les 1500 balles qui vont avec. S'il veut passer des épreuves de qualification, ben oui, bien sûr, il sera encouragé à le faire d'ailleurs, pour monter en qualification et en salaire. Dans la limite peut-être de 1 à 4, pas au-delà de 6 000 € par mois. De toute façon, si on a besoin de plus de 6 000 € par mois pour bosser, c'est qu'on n'aime pas son boulot. Et puis que faire avec plus de 6 000 sinon emmerder le monde. Donc le 1 à 20, c'est quand même indécent. C'est indécent. Le 1 à 4, la recherche scientifique fondamentale en France est faite avec des gens qui sont dans cette fourchette-là, à peu près. Ça marche tout à fait. Enfin, il n'y a pas besoin de salaire au-delà de 6 000 € pour que les gens bossent dès lors qu'ils sont maîtres de leur travail, qu'ils sont heureux de travailler parce qu'ils décident au travail. Au-delà de 6 000, c'est soit qu'on leur fait faire des saloperies, ils sont des RH, ils sont je sais pas quoi, ou ils ont besoin d'une diversion parce que le boulot ne les intéresse pas, ils ont besoin d'une diversion dans la consommation. Et à partir du moment où on est maître de son boulot, 6 000 €, c'est même beaucoup, franchement. Mais enfin, admettons 6 000 pour tenir compte des malheurs du temps. Cette proposition suscite le même scandale que la proposition de suffrage universel au XVIIIe siècle. Ceux qui proposent le suffrage universel au XVIIIe siècle ont l'objection, enfin quoi, vous postulez que des manants sont capables de délibérer de la chose publique. Ne peuvent délibérer de la chose publique que ceux qui ont fait la preuve dans leur vie familiale, domestique, de leurs responsabilités. Et donc il faut du suffrage censitaire.
Nous avons spontanément, parce que nous avons intériorisé la religion du capital qui dit que ne travaillent que ceux qui ont un emploi, nous avons exactement la même réaction. Hein. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces 1500 balles, ces hommes de 18 ans là? Ils vont aller dans leur hamac. Vous voyez, il y a tout un énorme travail politique à faire, hein, pour légitimer que les personnes soient confirmées dans leur capacité à contribuer à la valeur économique. Alors que le capitalisme, en permanence, il nous suspecte. Il nous irresponsabilise, puisque nous ne décidons de rien de fondamental au travail. Il nous irresponsabilise et il nous sanctionne. J'ai dans le bouquin une formule dont je suis assez content. Cette situation paradoxale d'irresponsabilité et de sanction est source de perturbateurs anthropologiques aussi importants que les perturbateurs endocriniens. Et nous allons sortir de cela. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire de la politique. On ne va pas faire du parasyndicalisme. Avec un texte de congrès, première partie, c'est des méchants, on a bien du mal. Deuxième partie, un vague programme social-démocrate. Avec un bon État, vous allez voir ce que vous allez voir. Troisième partie, la visée communiste. Tous unis, tous frères. Nous allons sortir de cette merde collective. Je vote basse commune, je précise tout de suite, je ne m'emmerde pas à être oppositionnel, d'accord? Parce que ce n'est pas, ça ne se joue pas dans les congrès, notre affaire. C'est notre pratique militante qu'il faut interroger. C'est notre culture militante qu'il faut interroger. Parce que nous nous sommes habitués à être un syndicat de victimes, alors qu'il s'agit de redevenir un parti révolutionnaire, dont l'ambition est la souveraineté populaire sur la valeur économique. Et ça suppose que nous soyons posés en tant que personnes, comme producteurs de valeur, par un droit politique au salaire. J'ai pas besoin d'entrer. Bien, alors, maintenant, la place au débat. Vas-y, Jean-Jacques. Voilà, nous espérons que la vidéo vous aura plu. Vous pourrez suivre le débat grâce au lien qui s'affiche en bas de l'écran. À bientôt!